Bienvenue pour ce nouvel épisode. Plongez au cœur du silence, écoutez ce qui affleure derrière les mots, percevoir les mouvements subtils de l'être. C'est l'art de Valérie Flores Rodriguez, spécialisée dans l'écoute profonde facilitée, qui accompagne chacun à rencontrer ce qui vit en soi. Accueillir, ressentir, laisser émerger ce qui cherche à se dire. Dans cette présence, elle œuvre au service du plus grand que soi et invite à imaginer de nouvelles manières de vivre et de travailler ensemble. Car derrière chaque émotion, chaque vibration intérieure se cache une vérité discrète. Voici son regard, son approche et la douceur qui guide son travail. Moi, mon prénom c'est Valérie, mon nom c'est Flores Rodriguez. Mariée Flores et native Rodriguez. Vous l'avez compris, je suis d'origine espagnole, mais pas que. Du côté de ma mère, d'origine plutôt italienne, ce qui fait un bon mélange européen. Nous sommes dans le Béarn ici, je vous reçois dans le Béarn, à quelques kilomètres de Pau. C'est ici que je vis, c'est ici aussi que je travaille, puisque nous sommes dans le bureau de Resura. Resura, c'est le cabinet que je dirige, qui est un cabinet d'accompagnement et de conseil dans le domaine des transformations. Ça n'a échappé à personne que le monde est en train de se transformer et nous œuvrons en équipe, puisque nous sommes 10 personnes aujourd'hui, qui accompagnons les entreprises, les collectivités, les collectifs sur des territoires donnés, ou sur des territoires en fait du travailler ensemble, mais plus que ça, du faire ensemble, du œuvrer ensemble, et on accompagne les transformations. Alors ça passe par des transformations individuelles, par des transformations collectives, et puis des transformations culturelles dans la manière effectivement d'être ensemble. Et je dirige ce cabinet que j'ai créé il y a 20 ans, 20 ans exactement, en avril 2026, après un parcours dans le monde de l'entreprise, puisque j'ai moi-même passé 10 ans dans une organisation qui est une organisation dans l'agroalimentaire. Et puis avant ça, j'ai fait des études qui sont des études somme toute assez classiques aussi, puisque j'ai fait une classe préparatoire HEC et une école de commerce à Bordeaux, qui m'a permis de découvrir le monde de l'entreprise. Avec une spécialisation, puisque moi ça a toujours été ma tasse de thé, mon affinité, qui sont les ressources humaines. Donc je suis tombée comme Obélix dedans depuis toute petite. Je pourrais remonter même à mon enfance ou à mon adolescence, où je passais des heures au téléphone en tant que déléguée de classe pour régler en fait les problématiques au sein d'une classe, pour m'occuper des individus dans leur rapport, je dirais à l'époque à l'école, puis aux professeurs. Et puis après, je n'ai eu de cesse que de continuer en fait ce chemin-là. J'ai coutume de dire que, au-delà du métier d'accompagnement et de conseil qu'on a sur les transformations, en fait, ce que l'on fait par essence, on facilite le vivant. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très spécifiquement, quand on est en accompagnement individuel, on va regarder ce qui est vivant au sein d'une personne et on va soutenir ce qui est vivant, de la même manière qu'on le fait dans une équipe ou qu'on le fait dans une organisation. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui est un petit peu moins vivant, on va le vivifier. Donc c'est ça, être facilitateur du vivant. C'est mettre en place des processus, c'est mettre en place des outils qui vont créer des relations à soi, aux autres et des relations à l'organisation, où il y a un projet collectif commun qui en fait fonctionne bien. Fonctionne bien, ça veut dire c'est vif, c'est agile, ça permet à chacun de se déployer, de se ressourcer, donc voilà ce qu'on fait. Et à l'intérieur de ça, en fait, la facilitation du vivant, elle se fait par un certain nombre par l'utilisation d'un certain nombre d'outils et par une posture très spécifique. Donc la posture qui est, je viens d'en parler, de repérer ce qui est vivant ou ce qui n'est pas. Ça veut dire que quand on repère quelque chose qui n'est pas vivant, on va interroger l'individu, l'équipe, l'organisation sur des choses qui sont peut-être à laisser de côté, à arrêter. On a des invitations en fait qui sont... Et si on faisait différemment et qu'on arrêtait de faire ce qui est toxique pour soi, en fait, toxique pour les autres et toxique pour notre relation au travail.
Et ça demande un des outils qu'on utilise et une posture qu'on utilise au sein du cabinet, qui est l'écoute profonde facilitée. Et donc, c'est ça peut-être que tu attends que je raconte. L'écoute profonde facilitée, c'est la capacité à écouter non seulement ce qui est dit, ce que l'on fait tous les jours, ou les signaux que l'on peut avoir qui sont visibles. On sait tous que même sans parler, on a des perceptions de choses qui sont visibles, des perceptions corporelles, des ressentis corporels. Ça, c'est lié à une information qui existe et que l'on peut capter de manière consciente. Et puis, on est, nous, praticiens tous, en écoute profonde facilité. Ça veut dire que l'on a la capacité à écouter ce qui s'invite à nous de manière plus subtile ou de manière moins visible. Je m'explique. En fait, il y a des choses que mon corps perçoit quand on est ensemble, que je ressens. Et ces ressentis en fait corporels, ils sont porteurs d'un certain nombre d'informations. Et ce que je sais faire, et ce que font les gens qui ont été formés à ces pratiques-là, c'est de pouvoir décrypter leurs ressentis corporels et de pouvoir les mettre en mots, c'est-à-dire capter l'information qui s'échange entre deux êtres ou qui s'échange avec, voire même des animaux, ou qui s'échange avec un lieu physique qui peut donner une information, qui peut contenir une information. Alors ça paraît assez ésotérique comme ça. Ça l'est pas en fait. En tous les cas, ça l'est de moins en moins. Parce qu'aujourd'hui, les scientifiques arrivent à déterminer en fait ce qui se passe. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a un champ énergétique qui est plutôt une onde, non pas électromagnétique, mais une onde sonore. Ça, c'est important de le savoir. Et donc, une onde sonore, ça veut dire qu'on est capable de la mesurer avec un niveau hertzien en fait. Et donc, cette information qui est une information sonore, qui est véhiculée par des hertz, elle est captée corporellement par chacun d'entre nous. Elle a des fréquences très différentes, elle peut avoir des fréquences qui sont dans les graves, elle peut avoir des fréquences qui sont dans les aigus. Pour te donner un repère, en fait, quand tu écoutes avec tes orteils jusqu'à à peu près ta fontanelle, okay, tu es dans des fréquences qui vont de 1 Hz à 845 à peu près. Okay. Quand ce sont des fréquences qui sont perçues, qui sont au-delà de 845 Hz, en fait, ce sont ce qu'on appelle des fréquences extracorporelles qui vont être perçues par d'autres corps que ton corps physique. Et donc, cette information, tous les jours, en fait, on est tous en train de la récupérer quand on est en interaction les uns avec les autres. Et en fait, tout l'art, ça va être de pouvoir passer de la sensation corporelle à l'écoute consciente de l'information qui est contenue dans cette fréquence. Voilà, c'est ça l'écoute profonde facilité. C'est, je dirais, aussi simple que ça, mais c'est pas si simple dans le sens où c'est peut-être la première fois que toi t'en entends parler comme ça. C'est peut-être la première fois que nos auditeurs, en fait, ou ceux qui regardent l'interview, vont aussi en entendre parler. Ma conviction personnelle, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, qu'on est juste en train de mettre en conscience. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que nos enfants, nos petits-enfants, et puis dans 20 ans, peut-être qu'on utilisera ça aussi facilement que des outils de connaissance de soi qu'on utilise, ou des systèmes de guérison, du soin qui n'existaient pas il y a 20 ans. La deuxième conviction que j'ai, c'est que tout le monde perçoit ça. C'est pas réservé à un certain nombre d'entre nous, en fait. Tout le monde est en capacité d'écouter ça et tout le monde émet comme ça. La seule chose, c'est que quand petit, on n'a pas vraiment, été reconnu dans notre capacité à émettre comme ça au-delà des mots et à entendre ce que l'on entend ou à visionner ou à ressentir ce que l'on ressent selon les perceptions qu'on a, qui sont le kinesthésique, le visuel ou l'auditif, et bien en fait, on se demande si on n'est pas un peu barré ou s'il n'y a pas quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et donc, on referme nos perceptions.
Et aujourd'hui, plus que jamais, en fait, je pense que la transformation du monde consiste à pouvoir écouter, pouvoir percevoir et pouvoir mettre en mots des choses qui veulent se dire, qui ne sont pas des choses qui sont normées, qui ne sont pas entendables ou qui ne font pas partie de, je dirais, ce que classiquement, d'accord, le plus grand nombre d'entre nous a en conscience. Il n'y a pas de point de bascule en fait, c'est-à-dire au sens où on en est tous dotés. Moi, j'ai eu un parcours de vie qui, effectivement, je le disais tout à l'heure dans le rapport à la vie et la mort, en fait, m'a permis de ressentir très tôt en fait ce qui était et vivant et mortifère. Et effectivement, dans mon parcours de vie, j'ai eu des expériences, dans mon système familial déjà, ça a commencé, qui me demandaient d'écouter et d'entendre ce qui n'était pas forcément dit. Et donc, j'ai commencé à développer une sensation corporelle qui, effectivement, me permettait de dire « Ah ben là, il y a quelque chose qui tourne pas rond, en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas OK, en fait. » Mais apparemment, en fait, les mots n'étant pas nommés, ça tournait rond. Mais moi, je commençais à ressentir qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre du décalage entre ce qui est dit et ce qui est ressenti et ce qui est émis, du coup. Une sorte de désalignement. Et donc, ça très tôt, très petite, en fait. Et je dirais que la différence entre peut-être certains d'entre vous qui a pu refermer cette sensation-là, c'est qu'en fait, moi, je n'ai eu de cesse que de l'utiliser. Donc il y a eu, bien sûr, dans mon système familial, moi je suis l'aînée de 4 filles, donc voilà, tu es en interrelation en permanence, non seulement avec tes parents, mais aussi dans une fratrie. Et puis quand j'ai quitté la maison, juste un petit peu avant, moi j'étais animatrice BAFA, donc tu sais, c'est le fameux endroit où on est passé de l'animation à la facilitation. Mais j'ai eu la chance de faire, en fait, j'ai eu une expérience où j'animais des camps d'enfants et d'adolescents qui étaient porteurs de handicap. Et donc, certains d'entre eux étaient sur des handicaps moteurs, d'autres étaient sur des handicaps physiques et psychologiques. Et en fait, certains ne parlaient pas. Et donc, quand tu es face à quelqu'un qui ne parle pas, qui n'a pas la parole, ou de naissance, ou lié en fait aussi à un accident, en fait, tu as quand même le désir de communiquer. Et là, j'ai commencé à m'apercevoir que je communiquais sans aucun problème avec l'absence de mots en fait. Donc, une absence de communication verbale. On appelle ces gens-là des gens qui sont privés de l'usage de la parole. Et puis ça a duré ça, c'est-à-dire que non seulement j'étais en colonie avec effectivement des enfants et des ados qui étaient porteurs de handicap, mais ensuite, à chaque fois que dans la rue il y avait quelqu'un qui ne parlait pas, c'était pour moi en fait. Et comme s'il avait perçu que je pouvais en fait entendre au-delà des mots. Donc ça a été une première partie, bien sûr, de ma vie. Ensuite, je suis rentrée dans le monde des organisations et de l'entreprise. Et là, on ne peut pas dire que c'est une compétence qui soit explicite. Ce n'est pas une compétence qu'on développe. Il n'y a pas de formation pour ça. Donc, j'ai continué à l'utiliser, mais ça ne rentrait pas vraiment dans la norme. Okay, donc, je l'ai gardé pour moi. Et puis, j'ai quitté le monde de l'entreprise et j'ai vécu une expérience de 2 ans au contact en fait de Françoise Lafargue-Mitterrand et de Daniel Mitterrand, donc la Fondation France Liberté, qui soutenait non seulement les enfants, l'eau et puis les peuples premiers. Et donc j'ai eu la chance de voyager, notamment en Amérique du Sud, et de rencontrer des peuples qui vivent en harmonie totale avec la nature et qui communiquent en fait, effectivement de cette manière. C'est-à-dire qui ont des perceptions, ça fait partie de leur manière d'être et de faire. Ils ont des perceptions qui sont sensorielles développées, extrasensorielles développées, et donc on est sur
un spectre de communication qui est beaucoup plus large que les mots en fait. Et quand j'ai voyagé, je n'avais pas la langue en fait. Donc là encore, c'est une expérience où en fait, tu peux avoir les mots mais tu n'as pas la langue, tu ne parles pas la même langue. Donc en fait, pour te situer, pour te repérer, pour rentrer en communication, tu vas utiliser tes perceptions corporelles. Ça a été une deuxième partie de ma vie. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer en fait tout ce courant donc, qui vient de la communication facilitée, qui émane de l'Australie, hein, avec Rosemary Crossley, qui, on est là à peu près dans les années 75, Anne-Marguerite Vexio, qui est une orthophoniste française, qui rencontre Madame Crossley en Australie, et donc qui crée à peu près en 1998 ce qu'on appelle la psychophanie. Et puis ensuite des femmes et des hommes qui, en France et dans d'autres pays en Europe, ont été formés. Et donc on a vu apparaître la communication reliance, la communication profonde accompagnée, ensuite l'écoute profonde. Donc je pense qu'il faut les citer, toutes ces femmes qui ont œuvré, donc, notamment mon enseignante, donc, Marie-Viala Roser, qui enseigne aujourd'hui l'écoute profonde. Et donc dans cette lignée de femmes et d'hommes qui ont cultivé ça, en fait, moi j'ai créé, développé l'écoute profonde facilitée en référence à cette posture de la personne qui va faciliter la communication en fait, en référence à quelqu'un qui va écouter profondément et qui va faciliter ce passage entre ce qui est visible, entendable et ce qui ne l'est pas. Donc qui facilite entre un monde qui est un monde plutôt invisible et un monde visible. Et quand on touche à l'invisible et au visible, on touche à des choses qui sont plus subtiles. Quand moi je suis formée par Marie-Viala Roser et par Martine Garcin-Fradé, hein, qui a posé la communication profonde accompagnée, et que en fait je découvre qu'il y a une pratique, qu'il y a un outil, qu'il y a une posture. En fait, je me dis, mais ce que je fais moi, en fait, c'est quelque chose qui existe, en fait. C'est pas juste une perception personnelle. Et donc, j'ai le cadre, j'ai la méthodologie qui me permet de le pratiquer en conscience. Et donc, je commence non seulement à me mettre au service des enfants, des adolescents et effectivement des personnes qui sont porteuses de handicap et qui n'ont pas la parole, mais je commence à l'utiliser dans mon quotidien. Et à ce moment-là, je deviens maman. Et donc, j'ai un petit garçon qui est tout petit, qui s'appelle Juan, qui a 15 ans maintenant. Hein, je vais vous raconter une anecdote qui est assez rigolote, qui à l'époque n'est pas très rigolote. On est en couple, on est papa et maman en fait de ce petit garçon qui est le deuxième d'une fratrie, puisque l'homme avec qui je vis a une petite fille qui a 10 mois à l'époque. Et quand on arrive, elle a 2 ans d'écart avec son frère. Et en fait, Olivier s'adresse à Juan et lui dit « Juan, est-ce que tu veux un yaourt ?» Et c'est un petit bébé en fait qui a 1 an et quelques mois et qui ne répond pas, qui commence à parler mais très très peu en fait, hein, et qui répond pas quand son père lui demande « Est-ce que tu veux un yaourt ?» Donc il repose la question, puisqu'on est en train de communiquer, à apprendre un enfant à communiquer, donc par les mots. Et il lui dit « Mais Juan, est-ce que tu veux un yaourt ?» Et il pose la question une 3e fois en disant « Juan, je te demande si tu veux un yaourt. » Et là, je me retourne et je dis à Olivier « Mais tu vas lui poser la question combien de fois il t'a répondu qu'il ne voulait pas de yaourt ?» Et moi, à ce moment-là, j'étais en train de finir mon cursus de formation. Et en fait, j'avais entendu la réponse qui était « Non, je ne veux pas de yaourt », mais la réponse n'était pas audible. Et à ce moment-là, Olivier m'a dit « Mais Valérie, si tu continues à parler et à communiquer avec cet enfant sans les mots, jamais il ne parlera. » Bien sûr, c'est pas ce qui se passe en fait. Vous pouvez communiquer sans les mots et c'est pas ça qui va vous empêcher de développer la parole. En revanche, ça va élargir votre palette en fait. Et donc, quand j'ai commencé à être formée, j'ai effectivement utilisé ça de manière de plus en plus consciente. Mais ça, c'est un chemin aussi.
Et puis ensuite, j'ai appris dans la formation, et c'est aujourd'hui ce que je transmets moi aussi sur le territoire qui est le mien et au-delà, j'apprends aux gens qui ont envie à pouvoir utiliser en conscience cette manière de communiquer et donc de pouvoir accompagner des enfants, des adolescents, des adultes qui sont porteurs de handicap et qui n'ont pas la parole, ou des personnes qui sont par exemple en fin de vie, qui ont de moins en moins la parole, ou des personnes accidentées qui ont perdu la parole. Et puis, on apprend aussi, et aujourd'hui je transmets la capacité à l'utiliser avec des gens qui sont verbaux, mais comme je le disais tout à l'heure, qui vont pouvoir, grâce à cet outil et cette posture, mettre en mots des choses dont ils n'ont même pas conscience. C'est-à-dire ils vont pouvoir émettre une information, et cette information va pouvoir être entendue, écoutée par, effectivement, le facilitateur en écoute profonde facilité. Et donc, l'écoute profonde facilité se pratique en fait au quotidien. Elle se pratique avec bien sûr des enfants, des adolescents et des adultes qui sont non-verbaux, puisqu'on va pouvoir, grâce à un protocole spécifique, pouvoir rentrer en communication, écouter ce qui veut se dire, le taper sur un clavier et ensuite rendre la parole à celui qui ne l'a pas. On utilise l'écoute profonde facilité en accompagnement individuel. Au-delà du coaching, au-delà de l'accompagnement individuel, il y a des choses qu'on n'arrive pas à mettre en mots, qui, dans des pratiques thérapeutiques sur la psychologie, la psychanalyse, par exemple, fait appel à la lecture des rêves. Là, en fait, on va pouvoir utiliser en séance d'écoute profonde facilité ce que l'être aimé. Alors je dis l'être, certains diraient l'âme, d'autres diraient le soi, pour faire référence à quelqu'un qui m'est cher, qui est Jung, qui dit le grand soi. On dit en espagnol, Clarissa Pinkola Estés le nomme en disant la que sabe, la partie de moi qui sait en fait. Et cette partie-là, en fait, elle s'exprime, et quand elle est dans un espace où elle peut être entendue, écoutée, alors on réhabilite des parties de la personne qui n'arrivait pas à passer de l'inconscient au conscient. Et puis, on l'utilise, nous, en accompagnement collectif, et on l'utilise dans la transformation des organisations. Et je suis convaincue qu'aujourd'hui, c'est une compétence que l'on doit diffuser, que l'on doit transmettre, sur lequel on doit initier le plus de personnes pour pouvoir effectivement accompagner la transformation du monde. L'humain est complexe, la nature humaine est élaborée, on va dire ça comme ça. Je pense qu'on a connaissance d'un certain nombre de fonctionnements, que ce soit des fonctionnements corporels, des fonctionnements psychologiques, mais on a, je ne saurais dire combien, mais on a une large partie de nos capacités qui est encore complètement inconnue. Et une large partie de nos perceptions, pour revenir à ce que j'ai développé avant. C'est ce qui fait qu'en fait, les interactions à soi-même et les interactions aux autres peuvent devenir compliquées. On passe de la complexité à effectivement la complication. On en est là. Donc la nature humaine, elle est en train d'acquérir les outils qui lui permettent de fonctionner avec soi et de fonctionner avec les autres de manière plus harmonieuse, plus pacifiée. Et on voit qu'on n'est pas encore au bout du chemin. Ça, je l'ai vu en entreprise, je l'ai vu en association, et je le vois tous les jours dans les collectifs qu'on accompagne, qui ont l'envie, l'ambition et qui œuvrent pour créer en fait un monde différent. Le milieu associatif, par exemple, le milieu de l'économie sociale et solidaire. Donc ça, je n'ai eu de cesse en fait au sein des organisations et dans mon parcours effectivement associatif, en fondation, que de voir ça, de regarder ça. J'ai le sentiment qu'on arrive à un moment en fait de notre humanité où on a quand même pas mal de choses à notre actif qui nous permettent de travailler notre alignement personnel, qui nous permettent de travailler des relations harmonieuses et pacifiées dans l'environnement et le milieu qui est le nôtre. Même si
on n'a pas encore tous déployé ça, mais je pense qu'on a de plus en plus d'outils. Là où on en est, c'est qu'en fait, on est dans un système, et pour prendre le monde des organisations, donc le rapport au travail, qui ont fonctionné depuis 50 ans, depuis 70 ans d'une certaine manière, et on voit qu'on a des manières de faire qui sont différentes. Donc on parle de libération des organisations, on parle de fonctionnement de travail, dans le travailler ensemble, qui sont différents, on parle d'intelligence collective, on parle de la capacité à se poser ensemble et à co-construire les choses plutôt de manière horizontale et non plus verticale. Mais on le voit aussi dans la société, c'est-à-dire faire société ensemble, on en est là aujourd'hui, vient nous chercher en fait. On ne veut plus faire société ensemble, donc ça touche le monde de la politique, ça touche en fait le monde économique, ça touche la répartition des richesses, ça touche socialement en fait comment on interagit les uns avec les autres. Et ça c'est encore une fois complexe, certaines fois compliqué, mais de mon point de vue, on a de plus en plus d'outils qui nous permettent de faire différemment et d'inventer, de créer un nouveau système et de nouvelles manières de fonctionner. Alors nous, on s'y emploie, voilà, aujourd'hui en tant que cabinet de conseil et d'accompagnement, mais je dirais qu'on œuvre tous à ça en fait. À l'endroit où on est, on bataille pour prendre la place qui est la nôtre. Et quand on a pris la place qui est la nôtre pour donner de la voix, et puis du coup, quand on est tous, chacun plus à notre place et qu'on arrive tous à s'exprimer, on arrive à faire des choses ensemble qui sont de nature différente. Donc c'est ce que j'ai appris au sein des ressources humaines, appliqué au sein des organisations. C'est ce que je déploie aujourd'hui en fait depuis 20 ans avec mon équipe, les partenaires avec lesquels on travaille. Et c'est ce que vous déployez aussi en faisant ce que vous faites et en faisant ces interviews. Vous donnez à voir en fait ces nouvelles manières de faire et d'être ensemble. Déjà en fait, je disais que l'écoute profonde facilitée, c'est tous les jours qu'elle se passe en fait. Donc je vais déjà partir de ça en fait, pour que vous ayez certains repères. Donc déjà, quand on est par exemple tous les deux ensemble, il y a ce que j'entends, ou moi ce que je dis, et ce que toi tu entends. Et puis, si je suis attentive, il y a des perceptions que je peux avoir qui sont des perceptions corporelles, dont je peux prendre conscience. Tiens, mon corps est plutôt chaud, mon corps est plutôt froid, tiens, j'ai le bout des doigts qui me picote, ou je sens que j'ai le cœur serré, ou je sens que j'ai un poids sur les épaules. Donc ça, c'est toutes ces perceptions corporelles. Que d'ailleurs, les soignants ou tous les gens que vous avez interrogés qui pratiquent en fait le soin corporel, en fait, ressentent en fait. Ils ont une lecture directe en fait de cette information qui est corporelle. Certains autres ont la perception corporelle, mais ne peuvent ne pas la ressentir, ils sont moins kinesthésiques. Mais ils peuvent entendre des voix, ou ils peuvent avoir des perceptions de couleurs, des perceptions d'images. Et toute cette information, en fait, elle appartient à la personne qui l'émet. Donc, la question, c'est où je m'arrête là, et j'ai une perception. Ou alors je me dis, mais tiens, la personne est en train de me parler, elle est en train de communiquer avec moi autrement. Et donc là, je développe mon écoute. Encore une fois, ce qui se passe en fait, c'est que j'ai une perception sonore, et cette perception, en fait, cette information, elle correspond à une information que je vais pouvoir mettre en mots. Et donc je branche mon décodeur, un peu comme deux postes radio. Si tu émets par exemple en 99.9, admettons ça, c'est en hertz, c'est une fréquence sonore et tu émets en 99.9. Moi en fait, je vais affiner ma fréquence. Et je vais dire tiens, parce que moi peut-être que je n'écoute pas spontanément en 99.9, j'écoute peut-être en 102.2. Là vous cherchez si c'est Fun Radio. Non, cherchez pas. Donc 102.2, d'accord ? Je vais ajuster ma fréquence pour qu'effectivement, en fait, je puisse t'entendre comme un transistor, comme une radio, de manière la plus audible possible.
Et quand je suis sur la bonne fréquence de ce que tu veux me dire et que je peux le percevoir en fait de manière juste, alors je vais commencer à prendre mon clavier. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un clavier d'ordinateur en fait. Je l'ai pris là par exemple. Voilà, j'ai mon clavier, je fais aucune pub pour Mac, d'accord ? Et j'ai, si tu veux, voilà, un espace où je vais pouvoir commencer à taper ce que moi je perçois. Alors si je perçois une couleur, je vais taper le nom de la couleur. Je vais mettre jaune. Puis si je perçois une odeur, je vais mettre une odeur, tiens, ça sent le cramé. Si j'ai une image, je vais juste mettre une image. Un cheval, d'accord, qui court, d'accord, au sein d'eux. Et puis quand je vais affiner, en fait, ma capacité cette fois-là à recevoir une information qui est au départ inconsciente et que je vais la passer dans mon conscient, je vais commencer à pouvoir mettre des mots. Et donc, je vais entendre des choses qui vont se mettre en mots. Par exemple, si je me mets à écouter là, au moment où on fait l'interview, l'atmosphère, ce qui est échangé entre nous trois, je vais dire que c'est à la fois extrêmement doux, extrêmement concentré et encore un petit peu tendu, parce qu'on est au début de l'entretien. Et donc, je vais poser 3 mots. C'est doux, c'est concentré et c'est tendu. Et si j'affine encore, d'accord, ce qu'il y a dans ce champ d'information entre nous, je vais peut-être entendre quelque chose qui vient de toi, Valentin, ou qui vient de toi, Héloïse, ou qui vient de moi. Peut-être que je peux aussi descendre à un endroit plus profond de moi et m'écouter plus subtilement que ce que je n'aurais fait. Et je vais me dire, tiens, en fait, c'est quoi là qui se passe à l'intérieur ? Et petit à petit, ce que je peux mettre en mots, je le mets sur mon clavier. Et là, c'est une histoire de bande passante. C'est-à-dire que quand je mets les choses que j'entends en mots et que je les dépose sur mon clavier, alors je peux écouter la suite de ce qui veut se dire. Si je ne mets pas sur mon clavier, je vais entendre le début de ce qui veut se dire. Mais ensuite, je n'ai pas de bande passante. Mon stockage, il est limité. Donc, comme diraient les informaticiens, je download la matière, c'est-à-dire je descends la matière et je la tape. Et ensuite, j'entends le reste de l'histoire. J'entends le reste de ce qui veut se dire tant que la personne qui émet est en posture d'émission. S'il n'y a pas d'émission, s'il n'y a rien qui ne se dit, j'entends rien, bien sûr. Je n'ai rien à mettre en mots. Et si je force le processus pour mettre en mots, alors je suis en train de me raconter une histoire qui n'est pas du tout, qui est une histoire, mais qui est une illusion en fait, qui n'est pas une réalité. Si là, je reste bien connectée dans mon corps, si je suis bien à l'écoute de la personne, d'accord, qui a quelque chose à émettre, et que je retranscris le plus fidèlement possible à la fréquence qui est celle de la personne, ce qui est en train de se dire, alors je vais entendre quand il y a quelque chose à entendre, je vais écouter ce qui est à écouter, et quand il n'y a plus rien à écouter, je n'écouterai plus rien, je n'entendrai plus rien. La question là que vous vous posez, c'est qu'est-ce que je fais après de ce que j'ai tapé ? Quand c'est quelqu'un qui n'a pas l'usage de la parole, traditionnellement, ce que je fais, c'est que je lis en même temps, je nomme en même temps que j'écris. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites ça avec quelqu'un qui n'a pas la parole, vous réhabilitez en fait le verbe. Et donc, il me semble juste de pouvoir nommer ce qui est nommé comme si la personne avait l'usage de la parole. Quand vous êtes dans un accompagnement personnel et que la personne a quelque chose à émettre, à dire, et que vous pouvez écouter par la pratique de l'écoute profonde facilitée ce qui est à se dire, alors vous tapez
tant qu'il y a quelque chose qui se dit. Et ensuite, vous lisez à la personne ce que la partie d'elle-même qui est relative au soi, à l'âme, veut dire. Si vous êtes dans une équipe, dans une organisation, quelquefois vous pourrez prendre votre clavier pour taper, et puis peut-être que vous n'aurez pas l'espace pour le taper. Alors, c'est un dialogue entre ce qui est perçu et en inconscience, qui devient de plus en plus conscience, et ça vient étoffer mon champ de communication. Donc, je vais pouvoir dialoguer avec toi, et je vais te dire, tiens, tu me poses cette question, mais j'entends qu'il y a une autre question derrière la question. Ou si toi, tu pratiquais l'écoute profonde facilité, tu me dirais, ce que tu fais d'ailleurs, sans le savoir, mais tu me dis, tiens, tu as parlé de ça, mais je sens bien qu'il y a un truc dont tu ne m'as pas parlé. Et donc, tu me reposes une question qui me permet en fait de m'exprimer à un autre endroit. Et ça vient du fait que tu sais que derrière ce que j'ai dit, il y a encore quelque chose à dire. Et ça passe par ton mental, ça passe par ton conscient, mais ça passe par tout ton être en fait. Ton être c'est en fait. Il y a un grand principe en fait. Tu entends, tu écoutes ce qui est émis. Donc si la personne l'aimait, elle l'aimait en fait. Et donc, c'est juste une histoire de facilité entre ce qui est encore en inconscience et au conscient. Mais ça fait partie d'elle en fait. Elle le sait inconsciemment. Et d'ailleurs, ce qui se passe quand tu fais une séance d'écoute profonde facilité avec quelqu'un qui est valide, quelqu'un qui a la parole, tu tapes, puis tu lui lis. Je vais vous donner une anecdote. Hier encore, j'étais en séance d'écoute profonde facilité avec quelqu'un qui s'appelle Sophie, qui se reconnaîtra le jour où elle entendra le podcast. Et donc, elle m'explique le pourquoi elle vient. Elle dit, voilà, il y a quelque chose en moi qui veut s'exprimer, j'ai une problématique d'orientation professionnelle, j'ai toujours travaillé dans le domaine de la défense de l'environnement, la défense de la planète, mais là, je sens que je suis à un carrefour et je ne vois pas clair. Pourtant, c'est quelqu'un qui s'écoute déjà beaucoup, c'est quelqu'un qui dialogue avec des parties plus ou moins inconscientes d'elle-même. Mais elle me dit, je suis perdue en fait. Et donc, elle connaissait l'écoute profonde facilité. C'était sa première séance. Elle était venue en initiation. Elle dit, mais là, je veux vraiment être écoutée, moi. Et je lui dis, ok, est-ce que tu es prête? Alors, moi, je lui dis un peu comme je te l'ai dit tout à l'heure, moduler ma fréquence, d'accord, pour essayer de me mettre là où elle aimait. Et puis, je commence à avoir des sensations corporelles qui me disent, c'est ok, tu es bien en posture d'écoute. Alors, ça demande pour celui qui facilite d'être le plus neutre possible. Bien sûr, si je suis en train de penser aux courses que j'ai à faire, que je suis en train de penser aux trucs qui me concernent, d'accord, je ne vais pas pouvoir écouter l'autre. Ça, c'est une base de la communication, mais c'est valable aussi quand on dialogue tous les deux avec des mots. Et donc, je me mets en posture d'écoute. Je suis donc suffisamment neutre et aucun jugement, d'accord ? Je ne suis pas pétrie de peur quand je vais commencer à écouter en me disant « Ouh là là, mais en fait, ça se trouve, je ne vais pas du tout arriver à écouter. Je fais du mieux que je peux, j'écoute ce que j'écoute. » Et la personne, elle a tout son discernement. Elle va pouvoir me dire « Mais en fait, ça, ce que tu écoutes, c'est pas du tout, d'accord, quelque chose qui me parle. » Ou alors, c'est quelque chose qui me parle, ouais, mais j'aimerais bien approfondir. Ou alors « Ah, c'est marrant, ça a le goût de quelque chose que je connaissais, mais en fait, que j'arrivais pas à passer en conscient. » Donc, on est dans, ça c'est expliqué, c'est posé comme cadre. Et je lui dis, t'es prête Sophie? Elle me dit, oui, je suis prête. Et j'entends bébé. On est sur une problématique d'orientation professionnelle. Et le mot que j'entends, c'est bébé. Et donc, j'entends bébé et j'entends plus rien. Et donc, je lui dis, Sophie, je vais te lire ce que j'ai tapé, c'est bébé. Et là, je relève la tête et je la regarde comme je te regarde. Et je vois qu'elle passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en passant par le blanc. Tu sais, cet endroit où il y a un moment où on dit un truc et tu dis « Ah non, mais là... » Bon, je vais la faire très courte. Tout ce que Sophie avait besoin de dire, c'est que à ce carrefour,
de son orientation professionnelle, la première chose qu'elle avait besoin de nommer, c'était son désir ou son non-désir de bébé. Elle est en couple, elle a 36 ans, et en fait, elle se pose, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, la question de est-ce que je fais des enfants ? Et ces enfants, ils récupèrent quelle planète, quel monde ? Et en fait, elle est à ce carrefour-là. Et est-ce que moi, je peux être une bonne maman ? Et qu'est-ce que je ramène de mon éducation ? Et toute la séance, qui a duré 1h30, a permis ensuite d'écouter, de nommer, et puis ensuite de construire sur cet élément qui n'arrivait pas à être articulé consciemment. Voilà, donc écouter, c'est écouter des choses qui ne doivent être absolument pas jugées. Si moi je juge et je me dis mais bébé ça n'a rien à voir avec son orientation professionnelle, moi je me mets en posture de non-écoute en fait, je suis plus capable d'écouter. Voilà, ça c'est une petite anecdote. Ça m'est arrivé, et ça a été au tout début de mon parcours, puisque ça fait maintenant effectivement plus de 15 ans que je pratique l'écoute profonde facilitée et que je transmets depuis 5 ans. J'étais dans un train et j'ai senti qu'il fallait que je prenne mon clavier et que j'écoute quelque chose en fait. Je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas d'où ça venait. Alors moi je dis toujours, d'accord, à ceux qui commencent à pratiquer, dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous parle, vous posez la question à ce qui est là et vous lui dites mais c'est qui parle ? Est-ce que c'est une partie de moi-même qui parle ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la pièce, visible ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas visible ? Mais vous commencez à écouter avec discernement quand vous savez qui c'est en fait. D'accord ? Et puis, je conseille aussi, je le dis là, quand vous avez écouté, pour ceux qui vont commencer à écouter et qui vont commencer à dialoguer suite à l'interview, je dis toujours, et qu'est-ce que je dois faire de ce que j'ai récupéré comme information ? Est-ce que cette information elle doit être restituée à quelqu'un ? Est-ce qu'elle doit être nommée ? Est-ce qu'elle doit être juste entendue et puis c'est tout ? Ok. En tous les cas, ce jour-là, fort de tout ça, moi je sens qu'il faut que j'écoute. Alors moi j'ai une perception corporelle. Des fois j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui est, tu vois, juste derrière moi et qui me tape sur l'épaule et qui me dit « Valérie, prends ton clavier ». Okay. Donc, puis j'ai des signes physiques, mais ça c'est très personnel. Et donc je prends mon clavier et je vous invite à prendre votre clavier et puis je commence à taper, sans juger ce que vous êtes en train de taper, qui de toute façon, si vous le jugez par votre conscient à vous, peut paraître complètement débile en fait. Donc vous commencez à taper. Et moi je comprends au fur et à mesure que je tape, j'étais dans un train entre Orléans et Paris. En fait, je demande et je comprends que c'est le corps social donc d'une organisation dont je viens de parler pendant 2 heures avec d'autres confrères à moi, dont je n'ai absolument pas le nom de l'organisation. Je ne sais pas quel est le métier de cette organisation, quel est le projet de cette entreprise, mais ça fait 2 heures qu'on en parle. Et quand je rentre dans le train, c'est la voix anonyme d'un salarié de cette organisation qui a besoin de parler. Et la voix, en fait, c'est la voix du corps social d'une usine d'armement qui était à l'époque dans le Loiret. Et c'est la souffrance de certains individus qui participent à créer des armes alors que les valeurs personnelles, d'accord, ne sont plus en accord avec ce monde de guerre. Et je tape ça. Et c'est la première fois que je peux entendre, en fait, quelque chose, je dirais, au-delà de la distance, au-delà de la frontière, au-delà même de l'immédiateté, en fait, de la relation. Donc aujourd'hui, et je l'ai largement expérimenté après, on peut aussi communiquer comme ça, alors qu'on n'est pas dans la même pièce. C'est pour ça d'ailleurs que certains d'entre vous disent « Ah ben tiens, je pense à un tel, je devrais l'appeler. » Et quand vous appelez ce pote-là, il vous répond « Ah, c'est vraiment marrant, j'étais en train de penser à toi en fait. »
Et bien c'est cette reliance-là. Parce que cette information qui est contenue en fait dans ce champ d'énergie et cette fréquence sonore, il va à la vitesse de la lumière. Donc à peine je le pense, à peine tu le récupères. Et donc il y a effectivement beaucoup de pratiques qui ont été développées comme ça, une étude de l'eau d'un grand maître japonais, des scientifiques qui se sont aperçus en fait que quand on pensait, d'accord, à un moment donné, à un moment précis, et qu'on envoyait en fait un mot comme ou une musique, et que cette musique était envoyée à destination d'une eau, et qu'on étudiait la molécule de l'eau, et je vous rappelle qu'on est fait de 80% d'eau, en fait la molécule de l'eau, elle se modifie fonction en fait de ce qui lui est envoyé, de l'information qui lui est donnée. Et donc c'est pour ça que je dis surveillez vos pensées, d'accord ? Bien sûr surveillez vos paroles, la puissance du verbe, parce que tout ce qui est émis a un impact en fait, cellulaire en fait, sur l'autre individu. La personne en fait, elle aimait quelque chose. Si moi j'entends, j'écoute ce que la personne aimait, c'est que la personne est prête à les entendre. Okay ? Donc il y a un retour qui peut se faire. Maintenant, si moi, effectivement, je suis prête à écouter tout ce qui veut être émis en fait. Alors, oui, je suis prête à tout écouter. Maintenant, ce que j'écoute, d'accord ? Quel est l'impact que ça va avoir sur moi? D'accord? Si j'entends quelque chose, d'accord, qui a par exemple une résonance avec mon histoire personnelle, ou qui a une résonance avec des choses qui, moi, dans mon cadre de pensée, dans ma morale, mon éthique, d'accord, ne correspondent pas en fait, d'accord, à ce que je suis en train d'entendre. Bien sûr, je vais commencer à émettre un jugement. Bien sûr, je vais commencer à mettre une partie de moi dans ce que j'entends. Déjà, je pourrais peut-être ne plus entendre et ne plus écouter. D'accord ? Et donc, à ce moment-là, tout simplement, il faut que je m'arrête. Parce qu'à ce moment-là, je vais faire des nœuds sur des nœuds. Donc là, la discipline, l'éthique qui est la nôtre, c'est de dire, si je ne peux pas, je m'arrête en fait. Okay ? Si je continue à écouter, mais que moi, à l'intérieur de moi, ça crée une résonance. Là, ce qui est extrêmement important, c'est de distinguer ce qui est de l'ordre de ma propre résonance de ce que la personne continue à émettre, de ce que l'organisation émet. Et donc là, j'ai une discipline intérieure qui est de dire, mais qu'est-ce qui vient de moi et qu'est-ce qui vient de l'autre ? À quel endroit les choses, elles sont en fait ? Est-ce qu'elles sont bien séparées ? Ou est-ce qu'elles sont à un endroit où elles commencent à être en interrelation ? C'est l'histoire du couple, c'est l'histoire de nos interrelations. Qu'est-ce qui est à toi, Valentin ? Qu'est-ce qui est à moi ? Et qu'est-ce qui devient du commun ? Et là, ça demande effectivement une grande clarté. Et ça demande du dialogue. C'est-à-dire quand on le partage, de dire, moi j'entends ça. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ? Est-ce que c'est une vérité pour toi ? Est-ce que c'est juste ou pas du tout ? Si ça l'est pas, ça l'est pas. Et puis moi, j'arrête d'écouter. Mais là, ta question, elle pose l'endroit de est-ce que je suis prêt à écouter ? Est-ce que je suis capable de m'accompagner moi-même dans la résonance que ça a ? On dit qu'on ne peut bien écouter, d'accord, que ce qui est déjà fait partie de son propre champ de perception. Ça veut dire que ça demande de s'éveiller de plus en plus. Ça demande d'ouvrir l'esprit, ouvrir les perceptions. Et donc, bien sûr, ça nous demande une discipline très forte de confiance en soi, d'estime de soi, de, je dirais, respect de l'autre. Et donc, et ça, c'est effectivement une pratique qui s'affine au fur et à mesure, qui se raffine. Et puis, plus on peut être, je dirais, clair dans l'endroit de l'écoute, plus effectivement on va avoir des relations qui sont à un certain niveau de conscience. Et on en est là d'un point de vue de notre humanité. À quel endroit j'interagis, à quel endroit je suis, à quel niveau de conscience je suis. Alors
Alors déjà, il y a un point qui est très très important et qui doit être nommé. Il doit être nommé entre nous, mais il doit être aussi nommé quand tu pratiques. C'est pas de la magie, donc ça on l'a vu ensemble en fait. C'est un processus physique qui a été longtemps inexpliqué et qui est aujourd'hui de plus en plus expliqué. Alors sur ça, moi, la référence, c'est les travaux de Stéphane Cardino et donc de son épouse, qui démontrent en fait quelle fréquence est écoutée par quelle partie du corps et à quelle typologie d'information ça peut et donc là, il y a des documents à correspondre. Donc il y a de la documentation qui est... Et d'ailleurs, c'est au moment où moi, je découvre en fait ces travaux scientifiques que je peux m'autoriser à transmettre. Tant qu'en fait, je n'avais pas compris le processus physique et scientifique, j'étais en incapacité de transmettre quelque chose qui pouvait paraître complètement ésotérique. Moi, ma mère est prof de chimie, physique-chimie, donc c'est des cartésiens. Donc ça, c'est un élément important parce qu'on pourrait se dire que les pratiques spirituelles peuvent paraître en fait assez ésotériques parce qu'on n'en a pas la démonstration scientifique. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui en fait. Par exemple, la transe chamanique, donc avec tout le travail de Corinne Sombrin, d'accord, c'est un travail qui démontre en fait ce qui se passe physiologiquement quand on rentre en état de transe ou donc en état modifié de conscience. Okay. Et on sait que des plantes peuvent actionner ça parce que ce sont des substances qui travaillent sur la cellule ou que d'autres états comme la musique peut amener un état modifié de conscience. Donc, et là, on voit bien qu'on est dans des états qui sont des états vibratoires qui peuvent être différents. Donc on peut être dans des états qui sont légèrement modifiés de conscience quand on bouge sa fréquence. Mais ça, on voit bien que notre corps est complètement outillé pour le faire. Une fois qu'on a dit ça, en fait, et qu'on n'est pas dans un champ qui est un champ ésotérique, qui est un champ qui est magique, en fait, et que l'on peut démontrer comment ça se passe, il est important de rajouter que je ne suis pas en train d'écouter quelque chose qui est à l'intérieur de la personne, et donc je ne suis pas en train d'être en intrusion de ce que la personne pense ou ressent. C'est parce qu'elle l'émet qu'effectivement, je l'entends. Si elle arrête d'émettre, je n'entends rien et je ne peux rien écouter. La pratique, en fait, quand elle est découverte et posée en Australie, la communication facilitée, elle se pratique au départ avec la main de la personne qui est écoutée, qui se pose sur la main de la personne qui écoute. Et donc, c'est la danse des deux mains sur le clavier qui permet en fait de poser son doigt sur une lettre, les lettres faisant des mots et les mots faisant des phrases. Et au départ, donc, quand en fait en Australie, donc Madame Crossley découvre ça, elle est dans le monde du handicap. Et elle demande à des enfants qui n'ont pas appris ni à lire ni à écrire de pointer des mots, puis de pointer des groupes de lettres, puis de pointer des lettres. Et c'est comme ça qu'elle s'aperçoit que des enfants qui sont porteurs de handicap lourds, qui n'ont ni appris à lire ni appris à écrire, d'accord, vont commencer à communiquer. Je vous conseille un film à cet égard qui s'appelle « Dernières nouvelles du cosmos ». Et donc, où on voit une maman qui donne à sa fille, en fait, un jeu de cubes. Et sans qu'elle ait appris à lire et à écrire, elle commence à communiquer avec les lettres. C'est ça le mécanisme au départ. Et donc, on est bien sur la corporalité qui va pointer, en fait, des lettres. Et ensuite, la pratique s'est enrichie. Et donc, on est dans une perception aujourd'hui qui est plus fine. Et donc, sans passer par la main, on peut. Mais par exemple, avec les enfants, comme avec les personnes qui sont porteuses de handicap, il est recommandé, voire même obligatoire, de passer par la main pour qu'il n'ait pas ce sentiment, en fait, que vous lisez à l'intérieur d'eux.
Alors petit à petit, la pratique se développant, on arrivera tous à en parler et donc ça deviendra juste une compétence qui est une compétence supplémentaire de l'humain, de notre humanité. Mais à aujourd'hui, il y a encore cet endroit de « mais attention, mais d'où ça vient en fait? D'où ces mots ils viennent? Et en fait, est-ce qu'il a la capacité à lire en moi ?» Non, on n'a pas la capacité à lire en l'autre et donc on écoute, d'accord, à lire ou à écouter ou à percevoir ce qui est effectivement dans le champ. Et donc ça, c'est un deuxième point qui est extrêmement important en fait. Et donc c'est pas ni un processus magique, ni un processus intrusif, et c'est pas un processus qui invente des histoires. C'est un processus qui est extrêmement ici et maintenant dans ce que je peux percevoir et ce que je peux mettre en mots. D'ailleurs, la CF, enfin la communication facilitée, a été au départ très décriée parce que au moment où elle a été utilisée avec des enfants ou des adolescents ou des adultes qui ne sont pas porteurs de la parole, il n'y a pas la possibilité de vérifier en fait si la personne qui écoute entend bien. Alors, c'est pas forcément facile. En revanche, pour ceux qui pratiquent l'écoute profonde ou la psychophanie ou la communication profonde accompagnée ou l'écoute profonde facilitée avec des personnes porteuses de handicap, même quelqu'un qui n'est pas verbal va manifester. Moi, j'ai longtemps accompagné Pierre, qui a été un grand enseignant pour moi, qui est aujourd'hui un jeune homme qui est porteur d'autisme pendant plus de 10 ans. Et en fait, quand j'avais juste et que je disais quelque chose qui correspondait à ce qu'il voulait dire, en fait, c'était des effusions de joie, en fait. Et donc, ça se voyait. À l'inverse, en fait, quand il y a quelque chose qui sonnait pas forcément juste, il y avait quelque chose qui n'était pas... Il n'y avait pas d'interaction, en fait. Alors, ça arrive plein de fois. Ça m'est arrivé une fois où quelqu'un venait très très loin, il avait fait 2h30 de route, il s'assoit en fait à côté de moi, et donc moi je prends mon clavier, donc dans cette manière d'écouter qui est la plus aboutie, où je ne prends pas la main, et la personne ne me donne pas sa main pour taper sur le clavier, d'accord ? Et donc, je me dis, vous êtes prêts ? Oui, je suis prêt. Ok, est-ce que on est ok pour que la séance d'écoute profonde facilité démarre ? Oui, et je n'entends rien. Mais quand je te dis je n'entends rien, je n'entends rien en fait. Et donc là, mon mental commence à se dire, mais la personne elle a fait 2h30 de route, qu'est-ce que, voilà. Et puis, je lui dis, écoutez, moi, si j'entends, si j'entends ce qu'il y a à entendre, je vais le taper, mais en fait, j'entends rien. Vous n'émettez rien en fait. Ou alors je n'entends pas. Et ça dure un certain temps, c'est-à-dire ça dure une vingtaine de minutes comme ça. Voilà. Donc, alors là, c'est vraiment, je te prends l'exemple extrême en fait, où c'est arrivé. Et en fait, déjà, je m'aperçois que la personne n'est pas tout à fait là. Elle a fait de la route. Il y a une partie d'elle-même, d'accord, qui est dans ce voyage, cette sensation qu'on peut avoir quand on a voyagé, puis qu'on fait de l'avion et que ça va très vite. En fait, il y a une partie de nous-mêmes qui est restée à un endroit, d'accord. Et donc, je me dis, tiens, il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait là. Donc, je lui demande de respirer. Je lui propose de bien s'ancrer, en fait, et de poser les 2 pieds par terre. D'accord ? Et je lui propose de desserrer sa ceinture et de se mettre dans un état de relaxation qui lui permet en fait d'être vraiment en présence, d'être ici et maintenant, là, en fait. Petit à petit, la personne se détend. Mais ça ne suffit pas en fait. Je n'entends toujours rien. Et donc là, je reviens à ce que je nommais tout à l'heure, à la pratique telle qu'elle est faite initialement. Et je lui dis, je vais vous proposer de mettre votre main dans ma main. D'accord ? Et en fait, nous allons voir, d'accord, on va mettre un clavier, d'accord ? Donc là, en général, on travaille avec une petite tablette, en fait. On soutient la main et on voit si la main se dirige vers des lettres. Et la personne, en fait, à partir du moment où elle a accepté le contact physique, en fait, elle a fini d'être ici et maintenant là. Et là, le corps a fait. Et le doigt a commencé à se mouvoir. Et donc, c'est un léger mouvement, en fait, que tu sens,
que l'on peut sentir sur des personnes qui sont porteuses de handicap très lourds en fait. C'est comme si le doigt, en fait, lui, il se tend. Et ensuite, on a commencé. Et on a nommé un premier mot qu'on a nommé. La personne s'est sentie écoutée à l'endroit qui était juste. Et puis petit à petit, en fait, il y a des mots qui sont apparus. Très lentement, très doucement. Et ce que j'ai découvert au fur et à mesure de la séance, c'est que le métier de cette personne était croque-mort. Et en fait, cette personne, elle ne parlait pas. Le métier de croque-mort, quand tu accompagnes les morts, en fait, tu accompagnes des gens qui ne parlent plus, en fait. Mais cette personne accompagnait, en fait, ce dernier passage de la vie à la mort. Et donc, elle n'émettait pas de mots. C'était une personne qui vivait seule. C'était une personne qui dialoguait peu. Et d'ailleurs, l'objet de la séance, c'était comment elle pouvait rentrer en relation et rencontrer quelqu'un dans une relation d'amour. Et donc, c'était magnifique. J'en ai quasi les larmes aux yeux, quoi. Parce qu'en fait, ce qui s'était passé dans la séance, c'était ce processus de reliance physique qui fait que tu peux rencontrer quelqu'un dans la matière. Et c'était un homme qui adorait danser. Et la séance expliquait qu'en fait, et ce qu'il disait lui, c'est qu'il rencontrerait quelqu'un en dansant en fait, et en allant dans les bals. Donc oui, bien sûr que émettre, ça demande d'être dans un univers de confiance qui est très important. Et je dirais même que, là c'était un exemple extrême, mais le degré d'ouverture et le degré de dialogue qui se fait dans ce champ subtil, il se fait aussi lié au degré de confiance en fait que la personne qui est écoutée va avoir avec la personne qui l'écoute. Sinon, on peut avoir envie de garder quelque chose de secret. Et c'est ok aussi. Moi, j'ai eu une partie de mon parcours où je me suis beaucoup intéressée aux religions. Parce que la première pratique spirituelle, elle est à l'endroit où elle a été encadrée, soutenue par différentes religions, en fait. Okay, et donc, j'ai eu la chance de voyager dans 5 pays différents et d'aller à la rencontre, en fait, de nos 5 grandes religions. Sur des territoires physiques et en rencontrant des gens qui, effectivement, étaient porteurs et qui étaient ancrés dans cette religion. Quand je suis rentrée de ce périple-là, qui a été 11 mois, je le raconte dans un précédent podcast où j'ai été interviewée, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, qui m'a dit « Mais c'est quoi la plus grande, en fait, la meilleure des religions ?» Et je ne m'étais jamais posé la question comme ça, et la personne me secoue un peu et me dit « Mais qu'est-ce que tu as compris au travers des 11 mois de congé sabbatique que tu as pris ?» Et je lui dis « J'ai compris que le divin était en soi. » Donc déjà, je pense qu'il est nécessaire d'arrêter de poser la spiritualité à un endroit qui est extérieur à soi. Donc c'est vraiment un sujet important. Et donc, c'est l'histoire d'une spiritualité intime et personnelle, en fait. Ça, c'est la première chose. Qui peut être favorisée, qui peut être soutenue, qui peut être encadrée, qui peut être déployée grâce à des pratiques qui sont des pratiques religieuses, qui sont des pratiques spirituelles, en fait. Mais ça parle d'abord d'un espace intérieur, en fait. Et d'un espace intérieur qui est sacré. Ensuite, c'est un espace qui est plus ou moins conscient, en fait, selon les parcours qu'on a eus, les parcours de vie, les états, en fait, dans lesquels on est. Bien sûr, quand on est en état de survie, quand on est en état où nos préoccupations, c'est de savoir où est-ce qu'on dort, d'accord, de savoir ce qu'on mange. On a notre fameuse bande passante qui est préoccupée par ça. Donc, quels sont les moments que l'on a où on peut être relié à soi et puis travailler notre intériorité, ouvrir des espaces intérieurs de manière consciente. Parce que peut-être qu'on en ouvre des espaces intérieurs de manière inconsciente. D'ailleurs, les personnes qui ont été victimes
de trauma, elles ouvrent des espaces souvent qui sont très spirituels parce qu'elles sont en état de dissociation et qu'elles sortent de leur corps et que ça leur permet d'atteindre des fréquences qui sont des fréquences vibratoires autres en fait que les fréquences vibratoires corporelles. Mais c'est quelquefois des pratiques qui ne sont pas conscientes. Tout l'enjeu, ça va être de développer des pratiques en conscience en fait, on en est là. Une fois qu'on a posé ça, en fait, la pratique spirituelle, qui est une pratique intime, personnelle, et qui est de plus en plus en conscience, elle est quotidienne. Elle n'est pas relative à des moments spécifiques. En revanche, elle demande un certain nombre de conditions. Alors, moi, je sais que je médite énormément en faisant la vaisselle. Ça paraît complètement... Mais qu'est-ce qui se passe quand je fais la vaisselle ? Déjà, je suis dans mon corps. Okay, je sens l'eau, chaude et froide, d'accord. J'ai une mécanique physique en fait, donc en fait, voilà, j'ai une pratique, un rituel physique, et donc je suis concentrée. Je suis concentrée sur ce que je suis en train de faire. J'ai pas l'esprit, j'ai pas le mental, d'accord, qui est là en train de penser à 10 000 trucs. Je suis en train de faire la vaisselle, et pour laver cette assiette, il faut que je me concentre sur l'assiette. Et donc, moi, je sens qu'à ce moment-là, il y a quelque chose, en plus avec l'eau, moi je suis très sensible à l'eau en fait, il y a une pratique en fait qui me permet de nettoyer en fait quelque chose. Et j'ai un espace intérieur qui s'ouvre. Et là, je peux dire que je commence à toucher un point à l'intérieur de mon corps, qui est effectivement un point très au niveau du cœur, très relié à mon bassin, mon utérus, et donc cet endroit où il y a un espace qui est le féminin sacré, et puis qui s'ancre dans mes pieds. Je sens mes pieds en contact avec le sol, et puis je sens tout mon système racinaire qui fait que je suis bien là. Je sens cet alignement, tu vois, et je sens qu'effectivement ici, en fait, ça s'ouvre, et que je peux avoir d'autres perceptions qui viennent complémenter les perceptions corporelles, et je peux dire qu'effectivement, à ce moment-là, je suis dans un espace qui est un espace spirituel, sacré. Et ça, en fait, est-ce que je peux en parler? Est-ce que je ne peux pas en parler? Est-ce que, si tu veux, ces fréquences que l'on touche à ce moment-là, qui s'ouvrent, en fait, et qui, tu l'entends, je parle d'un espace-temps qui s'ouvre, est-ce que j'ai besoin de le nommer? Ben non, en fait. Je suis dans une fréquence. Et puis, quand on est en interaction, on s'adapte aux fréquences. Moi, je dis toujours, quand je suis avec un grand maître qui a une fréquence vibratoire qui est assez élevée, ben, ma fréquence à moi, elle essaye de grimper pour être à la hauteur de la fréquence. Ou à l'inverse, quand je joue avec quelqu'un au tennis et que je joue avec quelqu'un qui est mauvais, je commence à mal jouer au tennis. Et donc, j'ai une fréquence vibratoire qui est plus basse, en fait. Et c'est pas grave, c'est juste comme ça. Ce qui est important encore, c'est la fréquence. Et donc, je deviens consciente de l'impact. Et chacun, c'est ça aujourd'hui qui se joue. Quel est l'impact en fait que l'on a chacun dans nos interactions individuelles, collectives, dans l'entreprise dans laquelle ou des associations. J'ai de l'impact au quotidien. Et j'ai de l'impact, les animaux ont de l'impact sur moi, j'ai de l'impact sur les animaux. Donc la spiritualité pour moi elle est partout. Et je crois que quand on a eu besoin de la nommer pour la faire apparaître en disant on a des pratiques spirituelles, on a besoin de plus de spiritualité parce qu'on a besoin d'une fréquence vibratoire, une fréquence sonore qui est de plus en plus élevée. Et quand on parle de spiritualité, on parle de cette capacité à être aussi bien dans une fréquence qui est dans les graves qu'une fréquence qui est dans les aigus. Mais par exemple, il n'y a pas plus spirituel dans des états d'être qu'un berger au fin fond de nos Pyrénées, en fait, qui tous les jours avec les moutons, qui tous les jours en fait marche, qui tous les jours est en reliance avec la fréquence de la nature et qui peut développer un état vibratoire d'être qui est un état qui est très pur, qui est très proche de ses essentiels, où son mental n'est pas pollué par 10 000 trucs. Et donc c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de créer des conditions, je dirais au niveau de notre société, au niveau des environnements de travail, qui sont des conditions qui permettent aux individus de se sentir
le plus en sécurité possible, physiologique, mentale, émotionnelle. Et alors, on va devenir des êtres de plus en plus spirituels. Les enfants sont dans cet état d'être en fait, quand ils arrivent. Et puis ensuite, après, on devient tous, on l'a vécu en tant qu'enfant, conditionnés par les milieux et les perturbations en fait, qui arrivent. Qu'on n'a rien à aller chercher. On a juste à prendre soin de ce qui est, voilà. Éviter les pollutions, voilà. Et puis travailler cette pureté en fait. Comment on travaille sa spiritualité, je pense que c'est important. En tous les cas, l'expérience qui est la mienne aujourd'hui, elle est vraiment la pratique ou le fait de se mettre au service de 3 éléments majeurs. Le premier, c'est tout ce qui relève de la bonté. La deuxième, c'est tout ce qui relève de la beauté. Et la troisième, c'est tout ce qui relève de la vérité. Et je parlais de, effectivement, développer une spiritualité au quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, cette spiritualité, c'est se mettre au service de ça. La beauté, la bonté et la vérité. Ou la bonté, la beauté, la vérité, ou la vérité. On est tous plus ou moins au service d'un de ces 3-là. Mais quand on est là, on peut effectivement être relié à la partie, je dirais, la plus noble de nous-mêmes, la partie la plus grande, qui, par nature, par essence, pour moi, est une nature qui est bonne. Le basculement est instantané, c'est-à-dire à partir du moment où tu fais passer quelque chose de l'inconscience ou de la semi-conscience à la conscience, en fait, c'est instantané. C'est-à-dire que les gens, des fois, souvent même, les gens disent « mais c'est exactement ce que je ressentais en fait. Je suis validée en fait, je me sens validée. » La difficulté, elle n'est pas tant dans la prise de conscience. Même, elle est dans l'après. Parce que quelquefois, on prend conscience de quelque chose, mais ça nous arrangeait bien de rester à l'état qui était l'état juste avant où on n'avait pas tout à fait conscience. Parce que ça nous demande alors d'être acteurs. Ça nous demande de nous engager vers un autre devenir, vers un autre possible. Et c'est cet entre-deux qui est difficile. Et d'ailleurs, moi, il y a certains, j'aimais bien cet adage qui est de dire, mais aux innocents les mains pleines, ou il valait mieux ne pas savoir en fait, tu vois, je préférais ne pas savoir. Parce que l'instant juste après, où tu as pris conscience, il est très inconfortable. Parce que tu dois renoncer à des choses qui étaient de l'ordre du confort, et tu dois passer ou accepter de passer dans un état où tu ne sais pas si l'état en fait qui arrive sera meilleur que celui que tu avais avant. Et même des fois quand c'est extrêmement douloureux, tu n'es pas sûr qu'en fait le bénéfice est plus grand que effectivement ce que tu as à laisser. Et donc la prise de conscience peut être difficile, mais ce que je ressens, c'est que c'est le processus de qu'est-ce que je fais avec ce nouvel état de conscience qui, lui, peut être plus long, plus demandeur, plus engageant. Et donc, on peut avoir des prises de conscience qui sont rapides. Quelquefois, on peut même s'apercevoir d'une séance à l'autre que la personne a oublié une partie de ce qui avait été nommé. C'est-à-dire que vous, en tant que facilitant, vous avez la conscience qu'il y a quelque chose qui a été nommé, mais la personne, elle ne l'a pas entendu. Et puis, vous pouvez vous apercevoir qu'elle est encore en train de décanter. On dit que quand on est en séance individuelle, il faut à minima 1 mois pour décanter la séance. Et après, on peut effectivement continuer à une fréquence qui est 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois. Enfin, quelquefois, on peut ne pas pratiquer, ne pas être écouté. Ce que je remarque aussi, et que j'ai peut-être envie de dire, c'est que plus on est écouté, plus on développe la capacité à s'écouter. Et plus on développe aussi la capacité à écouter ce champ plus subtil de ce qui est, mais de ce qui n'est pas nommé.
Moi, je suis fondamentalement convaincue que le niveau de la conscience collective s'élève. Maintenant, la lecture du monde, actuellement là, à novembre 2025, quand on se parle, pourrait nous donner une sensation qui est complètement différente. C'est-à-dire que le nombre de conflits, le nombre de guerres, la situation de pauvreté dans laquelle on peut laisser des enfants, des adultes. Quand tu regardes ces indicateurs, le niveau de destruction que l'on a sur le vivant, en fait, qu'il soit dans nos interactions humaines ou qu'il soit avec l'ensemble des organismes vivants, si tu veux, laisse à penser que c'est pas possible qu'on ait un niveau de conscience qui soit élevé. Et pour moi, c'est directement corrélé. C'est-à-dire la manière dont on accompagne la vie dans son état le plus pur, que ce soit chez les enfants, que ce soit chez les animaux, que ce soit sur les plantes, que ce soit sur nos anciens, la manière dont on traite nos anciens. Tu te dis, on a régressé en fait, tu vois. Donc, les plus sceptiques diront que c'est un éternel recommencement et que on n'est pas sûr que l'état de conscience qu'on a là est, en tous les cas dans une conscience européenne, dans notre modernité, est plus élevé que la conscience des peuples premiers qui vivent en fait, auxquels je faisais référence, qui vivent en lien avec la nature et dans un respect total des êtres vivants et de la nature. Donc ça pose vraiment question en fait. Maintenant, moi j'ai la conviction que on a la possibilité de manifester en fait et de créer dans cette modernité une réalité qui corresponde à un niveau de conscience qui est supérieur. Et donc, et je pense qu'il y a des millions de gens qui s'y emploient, en fait, tous les jours. Il y a des milliers de gens et des millions de gens qui sont traversés par d'autres perceptions, par d'autres sensations, d'ailleurs, qui sont au départ très négatives, en fait, quand on voit le mal-être des jeunes et le chiffre sur le taux de suicide, on pourrait se dire qu'on n'est pas du tout rendu, mais que cette partie de prise de conscience extrêmement douloureuse de là où on en est, en fait, est un sursaut qui va nous permettre effectivement de ne pas reproduire des modèles qui sont dysfonctionnants et effectivement de créer du neuf. Et je pense qu'on en est là. Je pense qu'on ressent tous, ou bon nombre d'entre nous, l'appel à créer quelque chose de différent, à agir différemment, à se comporter différemment avec soi, avec les autres. Et donc, oui, matériellement, on pourrait se dire qu'on ne l'a pas trouvé encore et qu'on n'a pas créé ça. Mais je pense que plus ça va et plus il y a de gens qui créent ça et qu'à un moment, ça deviendra le nouveau modèle de société, en fait. En fait, déjà, je pense qu'on a beaucoup d'exemples dans le domaine de l'entreprise, d'organisation du travail, que ce soit des TPE, des PME, que ce soit des plus grosses sociétés, qui ont changé leur rapport au travail. Et donc, qui ont permis de changer ou d'accueillir des relations humaines qui sont de nature complètement différente. Ça, aujourd'hui, on en a la démonstration, et donc tout le travail qu'a fait Frédéric Laloux donc sur réinventer les organisations, qui est un travail d'observation des modèles économiques qui fonctionnent, nous met en relief et met en avant le fait que ce sont des organisations qui sont très attentives à ce qui est vivant au sein des collaborateurs, au sein du corps social et dans leur écosystème avec les partenaires avec lesquels ils travaillent, à l'impact positif que ça a sur le vivant de manière générale. Donc la démonstration n'est plus à faire, elle est faite que le niveau d'engagement des collaborateurs, le
le niveau de la qualité du travail qui est mené, la qualité des interactions contribue à la performance d'une organisation. Donc, et ce qui, je dirais, dans ce monde qui est un peu crispé, qui est tendu, où les performances économiques sont difficiles à tenir, qui continue à remettre du vertical, du directif, qui arrête d'interroger les gens, qui refont machine arrière en disant « mais non, il faut remettre 4 tours de vis », et puis le télétravail, tout ce que le Covid nous a montré en fait, hein, qui nous parle des équilibres entre par exemple des vies personnelles et des vies professionnelles, qui nous donne de l'agilité sur l'organisation de notre temps de travail, qui démontre que les gens qui travaillent à la maison, ce n'est pas forcément des gens qui sont des tirs au flanc, mais bien des gens qui sont investis dans un projet collectif commun. Tous ces gens qui remettent des tours de vis en se disant on ne va pas s'en sortir parce que, en termes de performance économique, n'arrivent pas à des résultats qui sont meilleurs. Ils nous appellent juste après en disant « bon, on a essayé, mais en fait, non, on voit bien qu'il y a une voie du milieu qui est une voie qui réunit le fait d'être engagé dans un projet collectif commun qui effectivement a des indicateurs de performance qui sont à la fois des performances économiques, mais la performance de durabilité de ce système donc, et de l'impact qu'il a sur ce que j'ai précité avant, il nous demande et il nous appelle en nous disant « mais j'ai un besoin, aidez-moi en fait à faire différemment, aidez-moi à trouver et à créer ces conditions au sein de l'organisation qui mettent plus de clarté, qui donnent des règles du jeu, qui nous donnent des outils et qui nous donnent des pratiques qui nous permettent effectivement de faire phosphorer les équipes, d'être créatives, de générer de l'innovation, et puis ensuite de tester en ayant droit à l'erreur. Enfin bon, donc c'est extrêmement aujourd'hui démontré, l'efficacité de ces nouveaux systèmes et de ces nouvelles organisations de travail sont démontrées. Maintenant, la question, c'est la question du nombre en fait. Et donc, et puis la question de la condition, c'est-à-dire qu'on voit qu'il faut qu'il y ait des dirigeants qui soient extrêmement convaincus, on voit qu'il faut qu'il y ait des comités de direction qui aient fait le chemin à titre personnel et qui vont du coup pouvoir le porter à titre collectif. Mais sur des leaders dans les organisations qui arrivent, qui en sont là, qui embarquent leurs managers, en fait les collaborateurs suivent extrêmement facilement. Donc, il y a peu de résistance, à part les résistances de « mais qu'est-ce que j'ai véritablement à gagner et est-ce que ça va mieux fonctionner qu'avant ?» Parce que même si ça ne fonctionne pas bien, ça fonctionnait quand même un peu. Et donc j'étais dans une zone de confort et donc là, c'est notre métier d'accompagner le changement et de faire en sorte que effectivement, on puisse traverser les peurs et apercevoir ce que le bénéfice va pouvoir être et donc petit à petit de faire les pas les uns soi-même et puis ensuite les uns avec les autres, avec un système d'entraide et de solidarité qui, oui, nous permettent de changer les systèmes. On a, à ce titre-là, en fait, développé sur le territoire depuis 2018, date du grand débat, on assure la promotion, en fait, de tout ce qui est la concertation citoyenne, donc le fait de pouvoir associer les citoyens au débat politique, aux choix politiques et aux choix qui sont faits sur un territoire. Et donc là, je pourrais parler d'une expérience sur le territoire du 64, en fait, le département du 64, où on a, par exemple, créé un tiers-lieu d'innovation sociale, donc 1700 mètres carrés, qui a vocation à recréer en fait un lieu physique qui permet à des générations différentes de cohabiter et être un lieu de foisonnement créatif en termes d'art, de culture, mais aussi en termes d'économie, en termes social. Et bien, tout le processus qu'on a utilisé avec la mairie de cette ville d'Oloron-Sainte-Marie est un processus qui a été extrêmement innovant et qui a permis de donner la parole en 2018 à plus de 700 personnes au moment du grand débat, puis ensuite au moment de la création de ce tiers-lieu avec 1200 personnes qui se sont exprimées avec le digital en disant nous voilà ce qu'on voudrait dans ce lieu. Et puis ensuite on a travaillé main dans la main avec les architectes
et les citoyens pour dessiner le lieu. Et le lieu ouvre le 19 décembre de cette année 2025. Et c'est un lieu qui a été entièrement construit à partir de la parole qui a été donnée à chacun et la place que chacun a pris, qu'il soit un simple citoyen consommateur, qu'il soit un porteur de projet qui veut être. Et on a dupliqué ça dans différents villages en fait, aux alentours. Et aujourd'hui, on accompagne en fait, par exemple, Pau dans cette démarche-là. On a des contacts avec Strasbourg pour le faire aussi. Enfin bon, et donc ça se répand à une vitesse qui est une vitesse grand V en fait. Et donc ça me donne effectivement beaucoup d'espoir sur le fait que ça a commencé à changer, notre système et notre société a commencé à changer et ça va aller en s'accélérant. Bon, déjà, moi, c'est pas de moi, mais je vais reprendre ce que disait Gandhi, hein, qui est le conseil qu'il donnait, qui était d'incarner le changement que tu veux à l'intérieur de toi, qui est à la hauteur du changement que tu souhaites, si tu veux, dans le monde, quoi. Donc, pour répondre à ta question, bien sûr que le changement dans le monde va passer par des changements de perception, de conscience, de posture et de comportement individuel. C'est pas une opération du Saint-Esprit en fait. Hein. Donc, à un moment, le collectif qu'on constitue, l'humanité qu'on constitue, est d'abord faite de chacun des individus en fait qui la composent. Après, une fois qu'on a dit ça, si on s'attend à ce que chacun des individus, d'accord, au compte-gouttes, d'accord, modifie, les plus sceptiques diront que ça va prendre vraiment longtemps. Alors, ce dont on s'aperçoit en fait, c'est que le processus de changement, c'est un processus qui, au départ, peut être long, en fait, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait un certain nombre d'individus qui commencent à penser, qui commencent à percevoir de manière et à agir de manière différente. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est un système de capillarité, en fait. C'est-à-dire que quand tu as un certain nombre d'individus, prenons un groupe, par exemple, hein, d'une trentaine de personnes, qui, en fait, sont là. Quand tu en as une, tu en as deux, tu en as trois, là, il faut continuer, d'accord, à contaminer comme un petit virus, d'accord, positif, de conscience, et puis de regard, et puis d'action qui est différente. Donc, on va aller chercher la 4e, la 5e, la 6e, la 7e, la 8e, la 9e, la 10e, et puis on arrive à cet alentour de 30%, 33% en fait du système. Et quand tu commences à voir effectivement 11 personnes sur 33 qui basculent, hein, qui a basculé, en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne est en mesure de contaminer ou d'inoculer ce virus positif. C'est-à-dire que notre pouvoir d'influence individuelle, allez, admettons, il est de peut-être 10, 15, 100. D'ailleurs, on le mesure aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On dit, mais j'ai 1500 abonnés, ça veut dire que j'ai un pouvoir d'influence de 1500 personnes. C'est pas rien. Une personne qui commence à bouger, elle a potentiellement 1500 personnes qu'elle peut faire basculer grâce à quelque chose qu'elle publie, grâce à quelque chose qu'elle... Et donc, quand on commence, c'est ça l'histoire du seuil critique. C'est qu'en fait, il y a un certain nombre d'individus qui commencent à penser différemment et qui, dans son cercle d'influence, va embarquer un nombre important de personnes. Et donc là, on a un effet domino qui est démultiplié. Il est démultiplié en nombre, mais il est démultiplié en rapidité, en fait. Moi, le film qui m'a beaucoup inspiré, hein, toujours, qui est, je ne sais pas si vous le connaissez, avec Kevin Spacey, où en fait on a l'histoire de ce petit garçon qui effectivement est interrogé en classe et à qui on demande... D'ailleurs, on lui demande à lui, mais on lui demande à toute la classe, revenez en développant une idée qui pourrait changer le monde. Et en fait, il dessine, d'accord ? Il se dessine lui, puis il dit, si moi je fais une bonne action en fait, sur en fait, une personne, 2 personnes, 3 personnes, et puis que ces personnes-là, en fait, elles font une bonne action avec 3 personnes elles-mêmes, en un temps très rapide,
on va, et c'est une courbe exponentielle en fait, démultiplier le nombre d'actions positives et donc le monde va tourner. Et le film est magnifique parce que on voit au départ en fait un papa qui amène sa fille en fait à l'hosto, on est aux États-Unis et en fait il y a quelqu'un qui lui dit prenez ma place en fait parce que votre fille va plus mal que effectivement moi qui suis dans la file d'attente depuis plus longtemps et en fait c'est grâce à ça que il peut sauver sa fille. Et lui demande en fait et cherche après pourquoi, quel est le système. Et il y a un système de relais. Et ce système de relais, il comprend que lui peut alors créer une bonne action. Et alors il va donner sa voiture à quelqu'un qui est poursuivi dans la rue. Je ne vais pas vous raconter le film, je vous conseille de le voir. C'est un monde meilleur ou un monde parfait. Enfin, et du coup, ce film-là... il montre ça, il montre que si tu veux, il y a quelque chose qui va s'auto-alimenter et qui va se déployer énormément. Et donc pour changer le monde, ouais, bien sûr que tu peux changer chacun des individus jusqu'à une certaine taille critique. Et ensuite, dans une organisation, quand tu as un certain nombre d'individus qui pratiquent, par exemple, d'un point de vue managérial, d'un point de vue de la communication, d'un point de vue de l'impact positif, d'un point de vue de la collaboration, la capacité à travailler ensemble de manière efficiente, et bien en fait, l'organisation va commencer à muter. C'est-à-dire qu'il y a un changement culturel qui s'opère et alors la culture de travail en fait, de cette organisation se modifie. Et donc, on peut imaginer, notre métier à nous, c'est de changer ça au niveau des entreprises, des organisations, des collectivités, des territoires. Eh ben, on peut imaginer qu'on arrive au niveau d'un pays, d'accord, à changer la culture d'un pays, et puis au niveau de l'Europe, et puis au niveau du monde, en fait. Donc, ça me paraît tout à fait faisable, en fait. Il n'y a rien d'infaisable. Il faut juste tout s'y mettre, relever les manches et y aller, dans la confiance et la conscience que effectivement ça va passer par des changements individuels, mais qui après vont amorcer des changements collectifs qui doivent être accompagnés eux en tant que changement collectif. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup œuvré à l'endroit des organisations de travail, mais on a des changements de conscience qui s'opèrent dans des domaines justement comme le domaine du cinéma, pour que le cinéma puisse contribuer lui aussi à diffuser, publier en fait des nouvelles manières de faire quoi en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec le film de Demain de Cyril Dion, c'est ce qui se passe sur la multiplication des podcasts qui donne la parole aux gens qui effectivement ont déjà commencé à faire différemment et donc qui inspirent d'autres personnes et on contamine et puis c'est parti quoi. Alors déjà, la première chose, c'est qu'avant de sauver le monde, il faut se sauver soi en fait. Hein, d'accord ? Donc moi je pense que c'est un chemin de discipline, c'est un chemin de rigueur même, un chemin de travail aussi, hein, au sens de quel est mon état intérieur d'être. Et donc tous les jours, je peux me poser la question. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je ne me sens pas bien en fait? Et je peux regarder, observer ce qui crée le fait que je me sens bien ou qui fait que je ne me sens pas bien. Et ça, c'est à la portée de n'importe qui, de savoir s'il a faim, de savoir s'il a soif, de savoir s'il est en sécurité psychologique, de savoir s'il est avec la bonne personne, de savoir s'il a besoin de temps pour lui, de savoir s'il a sommeil, de savoir si le travail qu'il fait lui permet d'exprimer ses talents, de savoir s'il a besoin d'apprendre, de savoir si... Et donc ça va prendre des formes très différentes. Et donc la première chose, c'est que je me pose la question qui est est-ce que je suis bien, est-ce que je ne suis pas bien? Si je suis bien, la deuxième chose que je peux faire, c'est être en gratitude avec ce qui me rend bien. D'accord ? Et donc je remercie en fait tous les jours. Moi je remercie tous les jours de ce qui m'a été donné de naissance, qui m'a été transmis dans mon éducation, ce qui tous les jours m'est donné par quelqu'un que je rencontre, qui va faire que je me sens bien. C'est un sourire, c'est un clin d'œil, c'est une main tendue, c'est un espace où j'ai pu partager, c'est juste du plaisir. Et donc gratitude, gratitude, gratitude. Remercier, remercier, remercier. Se remercier soi, remercier ceux qui participent à ça. Le troisième point, c'est d'identifier en fait ce qui, à l'inverse, d'accord, est mortifère. Donc ce qui vous tire vers le bas, très concrètement en fait. Si quand je fais ça, je ne me sens pas vivant, il faut arrêter tout de suite.
de le faire en fait. Et puis, et je l'entends à longueur de journée, mais ça je le fais, ça ne me rend pas vivant, ça me met pas la patate, ça me donne pas la joie. Mais en fait, je le fais parce que par exemple, c'est mon métier et que il faut que je gagne de l'argent. Et oui, alors je vais continuer à le faire pendant un certain temps, mais je peux faire un premier pas qui me rapproche de quelque chose qui est plus vivant. Et donc je vais avoir un équilibre entre ce qui est plutôt de tendance à me plomber et ce qui est plutôt de tendance à me donner de l'énergie, qui est un tout petit peu différent. Et petit à petit, je vais équilibrer. Alors certains seront capables de faire des mouvements radicaux, en fait, et de dire, ok, à partir du moment où j'ai conscience que c'est pas ça, je vais aller voir le maraîcher à côté de chez moi, et peut-être que je vais lui dire, écoute, j'ai envie de cultiver des légumes avec toi, tu vois. Et ils font des rotations et des transformations qui sont des transformations à 180. Mais tout le monde n'a pas cette capacité-là, en fait. Tout le monde n'a pas l'audace, n'a pas la capacité à oser. Alors à ce moment-là, le 4e point, c'est l'entraide. Parce que tout seul, des fois, ça paraît très compliqué en fait. Et ça paraît impossible de déplacer des montagnes. Et donc moi, je suis convaincue aujourd'hui qu'on est dans une ère de communauté. Et cette ère de communauté, elle est virtuelle. D'accord ? Alors on fait tous partie du groupe WhatsApp, on fait tous partie, nos amis, pas nos amis, on like, on tout ça. Mais c'est une communauté réelle aujourd'hui. Aujourd'hui, il est temps de revenir. Je dis revenir parce que les mouvements associatifs étaient des mouvements qui étaient très communautaires. Et aujourd'hui, c'est tout un tissu en fait de nos activités et de la vivance de nos territoires. Mais je peux m'apercevoir que je fais partie d'une communauté qui, elle, peut avoir une mission, qui, elle, peut œuvrer en fait. Et donc, je vous encourage à créer des communautés qui vous ressemblent ou à rejoindre des communautés qui vous ressemblent. Parce qu'on est plus fort ensemble, d'accord ? Et puis, c'est comme moi, les grues qui passent au-dessus de chez moi quand il commence à faire froid. Et je sais que voilà, quand elles descendent vers le sud, c'est que l'hiver est bien là. Puis quand elles remontent, je sais que le printemps est là. En fait, les grues, j'adore ces animaux-là parce qu'ils volent en V. Et il y a des oies qui sont des oies de tête. Et puis quand elles sont fatiguées, les autres viennent les chercher. Et puis la ramènent derrière. Et il y a une autre oie qui prend la tête. Et donc vous pouvez rejoindre une communauté, participer à votre niveau, et là c'est le colibri, je fais le petit bout qui est le mien, et puis aussi quand je vais prendre confiance, quand je vais prendre de l'assurance, je pourrais faire partie de ces leaders dont on parle. Nous, effectivement, on soutient des leaders qui ont déjà la capacité à engager, mais tout le monde est leader de sa vie, tout le monde est leader en fait, et a de l'influence autour de lui, sur les gens avec lesquels il interagit. Et donc la petite action que je peux faire dans ma famille ou la petite action que je peux faire dans mes amis qui relèvent de l'entraide et de la solidarité, ça va participer à changer mon monde. Et mon monde, il fait partie du monde, quoi. Donc, à un moment, je fais ces petits pas, okay, et je développe la confiance que d'autres le font, que oui, ça va être fait suffisamment rapidement pour pas qu'on soit, collapse et que, effectivement, nous, on s'autodétruise et que la planète, elle reste. Il faut mettre un peu d'espoir dans tout ça, d'accord ? Et puis, à un moment, on fait ce qu'il y a à faire et on fait tout ce qu'il y a à faire. Alors, c'est là où les médias sont intéressants et où il y a un petit message à cet endroit, c'est que plus les médias, plus ces vecteurs d'information dans une société d'information va communiquer sur ce qui est fait de positif, qui est inspirant, plus ça va nous donner d'énergie, plus ça va nous donner les recettes pour le faire, plus ça va nous permettre d'aller voir les bonnes personnes et plus ça va accélérer. Donc il faut aussi que tout le monde prenne ses responsabilités à cet endroit-là, quoi. C'est ce que vous faites et donc je suis contente de contribuer à ça. Alors moi j'ai des projets, j'en ai, mais beaucoup je pense. Comme tous ces gens qui cultivent leur vivance, en fait la vivacité en fait rend créatif en fait. Elle donne des envies. Et donc quand on est en vie, on a des envies. Donc des envies, j'en ai plein. Okay. Après, ça c'est un petit conseil, c'est que la question c'est comment je peux et comment chacun d'entre nous peut répondre à l'envie qui est effectivement la plus pertinente en fait, ou qui va avoir peut-être le plus d'impact.
Donc moi, j'ai une discipline en ce moment qui est de dire, ok, mais quelles sont véritablement les envies que j'ai envie d'incarner? Quels sont les projets que j'ai envie de mener à terme? Sachant que tous les projets qu'on a envie de faire ne sont pas forcément couronnés de succès. Et que les entrepreneurs, ça le savent, que quand tu en mets 10 sur le tapis, d'accord, et que tu pousses 10 projets, peut-être qu'il n'y en a que 1 ou 2 qui va réussir. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter d'avoir des envies et essayer de pousser des projets. D'accord? On peut essayer de pousser des projets, mais à un moment, il faut aussi peut-être se dire que des fois, il y a des projets qui ne réussissent pas et qu'on s'était peut-être un peu trompé, il faut réorienter les projets. En ce qui me concerne, en fait, moi, je suis depuis 3 ans maintenant en train de créer un écosystème, c'est-à-dire que j'ai commencé l'activité de Resura. Resura, c'est quoi? C'est la contraction de 3 mots. Le respect de l'humain dans ce qu'il a de plus profond, ses racines. Donc quand on travaille ensemble, quand nous on œuvre à partir de l'écosystème Resura, en fait, on œuvre toujours en écoutant, vous l'avez compris, en écoute profonde facilité, donc ce qui est nommé, ce qui n'est pas nommé, de manière subtile et de manière effectivement plus claire, l'essence des individus, l'essence des collectifs et l'essence des organisations. Ça veut dire que quand on a compris les racines, comme un peu le système racinaire d'une plante, qui va faire qu'elle est bambou ou qu'elle est chêne, et qu'est-ce qu'il y a dans sa graine, en fait, on va n'avoir de cesse que de soutenir cette graine individuelle, ou cette graine collective, ou cette graine dans le projet. Et quand on a compris ça, effectivement, déjà, ça rend les interactions plus simples, plus vivantes, plus vertueuses. Et donc, on a, au sein de cet écosystème de Resura, on a planté une première graine qui est un cabinet de conseil et d'accompagnement de ces transformations individuelles et collectives dans le monde du travail. Ensuite, on a créé, suite au travail qu'on avait fait sur le territoire, une deuxième graine qui est de l'accompagnement de la transformation des territoires, et donc cette concertation citoyenne dont je vous parlais. Et puis on s'est aperçu et donc on a commencé à œuvrer main dans la main avec les collectivités, avec les politiques, avec les techniciens en fait au niveau des territoires. Et puis on s'est aperçu qu'en fait il y avait plein de citoyens en fait qui eux étaient en marche, qui avaient créé des collectifs. Et c'est là qu'on a créé les artisans de la facilitation du vivant. Et donc on a mis tous les outils, tous les éléments de posture qu'on connaît et qu'on utilisait depuis plus de 10 ans, et là en l'occurrence depuis plus de 15 ans, puisque les artisans de la facilitation ont été créés il y a 5 ans, on les a mis à disposition du grand public. Et donc avec les artisans de la facilitation, on diffuse, on forme, on initie aux pratiques de la facilitation du vivant, aux pratiques de l'intelligence collective, toutes les personnes qui ont une sensibilité pour ça. Et on a un axe spécifique qui est sur les jeunes. Et tu me demandais quels étaient nos projets. On veut pousser encore plus fort ce soutien qu'on a aux jeunes, en fait, qui, eux, portent d'autres graines qui vont accélérer cet avènement du nouveau monde. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est à cet endroit-là. On a aussi créé dans cet écosystème, suite à ce que je vous disais depuis 2020, en fait, et la transmission de l'écoute profonde facilité, on a créé un réseau de praticiens en écoute profonde facilité. Des gens qui ont suivi le parcours de formation, des gens qui ont suivi le parcours juste, qui est plus petit, d'initiation, en fait. Donc, eux ne reçoivent pas en individuel des gens avec une vocation thérapeutique, mais ils sont initiés, donc ils peuvent le récupérer dans leur quotidien. Et puis, on a commencé à former des leaders et des managers dans des organisations. Il y a des leaders qu'on accompagne depuis très longtemps et qui nous font confiance, qui ont été formés à la pratique de l'écoute profonde facilité et qui l'utilisent dans l'écoute de leurs équipes, qui l'utilisent dans l'écoute de leur organisation. Ils vont alors développer cette écoute qui leur permet de voir ce qui est vivant, d'entendre ce qui est vivant en fait dans leur organisation et de soutenir
et de devenir eux-mêmes des leaders facilitateurs. Et donc, on a un réseau de praticiens en écoute profonde facilité. Et on est en plein développement, et ça c'est une avant-première, j'ai envie de vous dire, vous qui êtes dans le monde du cinéma. En 2026, on va arriver avec des parcours et des événements qui sont dédiés à des leaders, à des managers d'organisations, pour leur transmettre l'écoute profonde facilité, parce qu'on pense aujourd'hui qu'il s'agit non seulement que chacun des citoyens puisse en saisir, mais que les jeunes puissent en saisir et que les leaders dans le monde du travail puissent en saisir. Je pense qu'effectivement, tous les gens qui œuvrent aujourd'hui dans l'ombre et qui ne sont pas forcément des communicants, qui ne sont pas forcément des gens qui, jusqu'à présent, en fait, se mettaient dans la lumière, il est temps, en fait, que chacun d'entre nous prenne la parole, dise ce qu'il fait, et puis, en le disant, puisse non seulement inspirer, mais puisse, comme je le disais, initier, transmettre, former tous ceux qui se sentent appelés par ça. Je pense que ça ne va qu'aller en s'accélérant, en fait. Et que les générations qui arrivent, ça fera partie de leur boîte à outils dès le départ, en fait. Et donc, ça ne sera plus un sujet. Ce qui est de l'ordre de l'alternatif reste alternatif à partir du moment où une minorité, en fait, est concernée. Mais à partir du moment où on a de plus en plus de gens qui l'utilisent ou qui le réutilisent, parce qu'il y a aussi cette question de... On pouvait, par exemple, la médecine par les plantes, d'accord ? C'est une médecine qui a toujours été utilisée. Et puis ensuite, on a fait un 180 en disant il y a une médecine qui est plus traditionnelle. Et aujourd'hui, donc l'un s'est fait au détriment de l'autre, même si en fait la médecine traditionnelle est issue de la médecine des plantes. Et donc aujourd'hui, on réunit les deux, en fait. Hein. Je suis convaincue qu'il ne s'agit plus d'opposer, en fait, mais que vu la complexité du monde, il est important d'aller chercher le meilleur de l'intégralité des pratiques pour effectivement résoudre les enjeux qui sont les nôtres. Et donc, ce qui était alternatif ou qui était devenu désuet parce que en fait a été remplacé par autre chose revient au goût du jour, on prend le meilleur des deux et donc c'est ce qui est alternatif, ce qui est alternatif aujourd'hui n'est plus alternatif. Et le nouveau qui est alternatif correspond juste à un nouveau niveau de conscience et donc au fur et à mesure en fait il y aura toujours de l'alternatif mais l'alternative d'aujourd'hui sera intégrée dans le commun et puis c'est un processus d'innovation en fait permanent. Donc ce qu'il faut juste c'est que ceux qui ouvrent ces voies en fait et notamment par exemple sur tout ce qui est la communication facilitée, tout ce qui est ensuite la psychophanie, ensuite la communication profonde accompagnée, l'écoute profonde et aujourd'hui l'écoute profonde facilitée avec la communication en reliance, tout ça. Tous celles et ceux qui au départ ont ouvert les voies, et moi j'ai la chance de faire partir de la 2e génération, voire de la 3e génération, mais il y a eu des pionniers en fait, eux ils ont essuyé les plâtres, eux en fait on a pu penser que c'était des sorciers ou des sorcières ou que en fait c'était très alternatif et donc on les avait tenus à distance et donc ils ont essuyé les critiques, les contradictions comme à un moment quand on a commencé à dire et on le connaît tous que la terre était ronde en fait donc, et il a fini sur le bûcher donc effectivement il faut avoir beaucoup je pense de gratitude pour ces gens qui ont ouvert des voies et qui ouvrent aujourd'hui des voies qui sont très innovantes parce qu'ils font face à plus de résistance. Mais je pense qu'en ce qui nous concerne et ce qui concerne la pratique de l'écoute profonde facilité, je pense qu'on n'en est plus là. On en est à effectivement le diffuser, le répandre et faire en sorte que nous, en tant qu'adultes, que jeunes adultes, on puisse l'utiliser, que ça change notre vie, ça change la vie de ceux qui nous entourent et que nos enfants puissent l'utiliser. Alors, c'est une bonne question. Moi, je fais partie des gens qui n'ont jamais été dans la lumière, en fait. C'est tout nouveau. J'ai ressenti cet appel et c'est pour ça que je le nomme assez facilement. Donc, vous ne trouverez pas de site internet Rézura. Enfin, en tous les cas, à date, au moment où je vous parle, en novembre 2025.
c'est le projet de 2026 et donc j'espère qu'on sera capable sur le bébé de septembre, les premiers bourgeons, de vous donner la possibilité en un clic, clac, de rentrer en contact avec nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même des réseaux sociaux qui existent aujourd'hui. Donc, bien sûr, on a des réseaux sociaux professionnels. Donc, on est présent sur LinkedIn. Donc, vous pouvez aller attraper mon LinkedIn à moi, Valérie Flores Rodriguez. Vous pouvez aller aussi attraper le LinkedIn de tous les gens qui œuvrent au sein de Resura. Donc, voilà, il y a différents consultants et vous pouvez aller cliquer ça. Il y a un site en revanche internet des artisans de la facilitation. Et donc, si vous êtes citoyen et que vous avez envie de participer à une de nos formations, une de nos initiations, si vous avez envie de devenir acteur, agent de la facilitation du vivant. Aujourd'hui, les artisans de la facilitation sont en train de se développer dans d'autres villes. Et ce que l'on a fait, nous, on est prêt à vous le raconter et à vous donner l'intégralité des outils qui vous permettraient de le faire dans votre ville, à votre endroit. Donc ça, c'est un autre moyen. Et puis, tout simplement, je pense un téléphone ou juste un mail, quoi. Donc, nous, facilement, il y a un contact.resura@gmail.com. Vous me mettez un message en privé et puis ensuite, on est Clémentine qui est chez nous la facilitatrice du vivant au sein de notre écosystème, soigne l'intégralité de ces contacts et ensuite on a une rencontre, une visio, un téléphone. Ça va très vite, donc si vous nous contactez, normalement, vous devriez avoir une réponse rapidement. Déjà, je leur dirais, ça va me tirer les larmes, que de l'endroit où ils nous regardent, tous ceux qui les ont précédés ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Parce que je suis convaincue que c'est en faisant la paix avec son passé, individuel et collectif, qu'en fait on ne rejette pas tout en bloc, mais qu'on peut prendre en fait l'héritage positif et qu'on peut apprendre des expériences qui ont été les nôtres. Et donc s'ils en sont eux là où ils en sont, c'est grâce à ce qui a été fait, qui a été réussi, mais ce qui a aussi été foiré et sur lequel les générations d'après ont tiré des enseignements. Donc, voilà, mon premier message, c'est d'être en paix avec ce qui a été fait et que si on avait pu faire différemment, je pense qu'on l'aurait fait. Maintenant, mon deuxième message, c'est que ça n'excuse rien en fait. Et que, effectivement, on est en responsabilité en fait. Et que chacun et chaque chose qui a été faite et chaque chose qui est faite, chaque décision qu'un leader prend, qu'un leader politique prend ou ne prend pas en fait, c'est avec un haut niveau de conscience qu'il doit la prendre et avec un haut niveau de responsabilité. Et que même s'il a fait du mieux qu'il a pu et qu'il n'avait pas le niveau de conscience qui lui permettait ou qu'il avait la conviction que aujourd'hui, quand on a le résultat des décisions qui ont été prises et qu'on peut mesurer l'impact plusieurs années après, alors si l'impact est négatif, on doit assumer sa responsabilité. Et donc, je vous dirais, vous faites partie de ces jeunes, de ne pas hésiter à remettre les responsabilités là où elles sont. Et de ne pas porter une culpabilité ou une responsabilité qui n'est pas la vôtre. Moi, je suis convaincue que les jeunes qui sont aujourd'hui sont là pour créer du neuf,
ils ne sont pas là pour s'encombrer de ceux qui ont fait qu'on en est là en fait. Et donc à partir de là, j'ouvrirai un espace qui est énorme, qui est un espace d'audace, de dingue. Et je vous dirai, osez qui vous êtes, osez vos rêves, osez rêver. Quand je dis osez vos rêves, c'est osez rêver, osez entreprendre. Le nombre de jeunes aujourd'hui entreprennent en fait, créent. Le nombre de start-up, le nombre d'initiatives en fait est importante et il ne faut pas s'arrêter en fait. Oser confronter, oser demander des comptes, oser aller chercher le soutien, que ce soit l'argent, que ce soit le temps, que ce soit les ressources qui vous sont dues en fait, d'accord, et pour soutenir les projets qui sont les vôtres. Ne doutez jamais de vous, ou alors de ce doute positif qui est est-ce que ce que je fais est juste? Est-ce que ce que je fais contribue à la bonté, la beauté, la vérité que je citais avant? Mais surtout, ne tombez pas dans ce piège qui est mais moi je ne suis pas adaptée, et moi je suis inapte au système, et moi je ne peux pas rentrer dans le système, et je me sens décalée. Le système ne fonctionne pas. Il ne fonctionne plus en fait. Le système demande à être rénové. Il y a de nouvelles manières de faire qui n'arrivent même pas à penser en fait, qui doivent apparaître. Et donc, je pense que vous êtes là pour ça en fait, pour mettre un coup de pied dans la fourmilière et faire. Entreprendre. Répartir les richesses, partager, et tout ce qui vous indigne en fait. Donc, c'est Edgar Morin qui indignez-vous, et tout ce qui vous indigne. Mais ne cédez pas à la peur ou à la noirceur qui ferait que vous la retourneriez contre vous. Par exemple, le harcèlement, la violence aujourd'hui à l'école. Pour moi, c'est juste l'endroit où il y a de la violence au moment où on est, et où vous récupérez cette violence et vous l'injectez en fait dans ce système. Alors que tout votre être, en fait, quand moi je discute avec des jeunes, quand on est sur des groupes de jeunes, je dis mais moi j'en veux pas en fait. Nous on est des enfants de la paix en fait. Nous on veut la paix en fait. Et donc vous ne laissez pas contaminer par quelque chose qui est nul et non annulé, enfin qui n'a pas de raison d'être en fait. C'est les derniers soubresauts d'un système en fait. Et un mot sur les réseaux sociaux, par exemple, parce que voilà, utilisez-le pour faire des révolutions. On les a vues. Encore toutes les dernières révolutions sur l'Afrique du Nord sont parties des jeunes et sont parties de la puissance des réseaux en fait. Donc, mais ne les utilisez pas. Je dirais par inconscience, par laxisme ou par, je sais pas, par flemme, pour répondre aux enjeux les plus, aux instincts les plus bas qui peuvent exister dans la nature humaine. Cédez pas à la facilité. Oui, le chemin d'incarnation, c'est un chemin de travail. C'est pas un chemin de divertissement en fait. Même si c'est un chemin de travail joyeux, enthousiasmant et enthousiaste, mais mettez cette joie et cette envie en fait de créer du fun, de créer du divertissement, enfin, parce que c'est ça en fait ce qu'on voit. Mettez-le en fait aux endroits qui ont un impact positif.